à tous, c'est Manon Bril et bienvenue dans Histoire de réviser. Et aujourd'hui, on va se demander comment on joue au jeu des trônes. Alors non, ne vous enflammez pas, on n'a pas les droits, donc à la place, on va plutôt parler de choses qui ont vraiment existé, comme cette espèce de jeu auquel se livrent depuis toujours les rois et les empereurs du monde entier pour déterminer qui est le plus puissant. Et au Moyen-Âge, ce qui faisait la grandeur d'un roi, c'était la taille de ses seigneuries, le nombre et l'importance de ses vassaux, ou tout simplement celui qui avait la plus grosse armée. Sauf qu'à la fin du XVIe siècle, de nouvelles idées apparaissent, selon lesquelles la véritable force d'un roi, c'est sa richesse. C'est ce qu'on appelle les théories mercantilistes. Dans mercantiliste, vous retrouvez la même racine que dans marchand ou marchandise. Bref, ce qui compte vraiment, c'est posséder des biens, de l'or et de l'argent. Sauf que dans tous les jeux, il y en a qui trichent. Et là, je pense un peu au roi d'Espagne. Oh oui, non mais oui d'accord, ok on a un peu piqué le pognon des Indiens d'Amérique, mais c'était fait discrètement. Bof. Mais de toute façon, au XVIIe siècle, les arrivées d'or et d'argent en provenance des colonies ont énormément ralenti. Et il semble assez clair que le stock disponible ne va plus beaucoup évoluer. Les différents rois d'Europe vont donc devoir s'affronter pour cette réserve de richesse, avec comme unique règle du jeu, gagner des métaux, c'est gagner de la puissance. Ce n'est pas une guerre militaire, c'est la guerre d'argent. Manifestement, je peux dire n'importe quoi, ça s'affiche, c'est très chelou. Alors vous avez compris, si l'idée c'est de récupérer le pognon des pays voisins sans leur en donner, il n'y a qu'une seule solution, acheter très peu et pas cher à l'étranger et leur vendre le plus de trucs possible très cher. C'est ce que décide de mettre en place Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, roi de France de 1661 à 1715. Sire, je vous annonce officiellement qu'on va s'en mettre plein les fouilles. Par ici la bonne tutune. Alors déjà, pour éviter les sorties d'argent, il commence par taxer fortement les importations de marchandises ou carrément par interdire certains produits de luxe étrangers, comme la soie utilisée pour les costumes. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme. On protège l'économie nationale contre la concurrence étrangère. Ok, mais maintenant, il faut attirer l'argent des pays voisins et pour ça, il faut avoir de jolies petites choses à leur vendre. C'est pour ça que Louis XIV crée plein de manufactures haut de gamme. Celle d'Abbeville qui fabrique des draps, celle des Gobelins qui crée du mobilier et des tapisseries, celle de Saint-Gobain qui produit des miroirs, notamment ceux de la Galerie des Glaces à Versailles. Enfin, tout un tas de très grands ateliers qui ont pour but de montrer au monde entier la qualité made in France. Ouais, alors, bof quand même. Quoi ? Mais non, mais c'est juste que Colbert a fait venir beaucoup d'artisans étrangers pour profiter de leurs secrets de fabrication, comme les Vénitiens qui étaient très bons en miroir. Donc parler uniquement de Made in France, ça me semble un peu abusé. Voilà. Oui, alors par contre, ça c'est un épisode uniquement Made in Manon Bril. Du coup, Ah oui, ouais. D'accord. Bon, pour faire son essai manufacture, il faut des matières premières. Et pour mieux en contrôler l'approvisionnement, Colbert associe l'État français avec des marchands pour créer des compagnies commerciales. Celle des Indes occidentales, en 1664, qui permet de faire venir du sucre et du cacao depuis les Amériques, ou celle des Indes orientales pour récupérer le thé et les porcelaines qui viennent d'Asie. Pour simplifier le transport des marchandises, de grands travaux sont faits. Le plus spectaculaire étant le canal des deux mers, qui réunit l'Atlantique et la Méditerranée, et qu'on connaît de nos jours sous le nom de Canal du Midi. Enfin, Colbert crée une marine de guerre royale pour défendre les colonies et les routes commerciales, et pour ça, il développe des établissements capables de fabriquer et d'entretenir les bateaux, comme à Rochefort, où l'on peut encore admirer la manufacture des cordages, la fameuse corderie royale. Et oui, c'est bien là où je suis. Bref, plein d'innovations au programme. Le souci, c'est que pendant que Louis XIV et Colbert jouent à la marchande, à acheter des objets, à en revendre d'autres, donc à faire leur petit commerce, les Anglais et les Hollandais décident de venir un peu embêter la France et ils entament une partie de bataille navale. Touché, coulé. Et adieu la flotte française, presque intégralement anéantie après une féroce bataille en 1692. Alors pour revenir à notre question du début, comment on joue au jeu des trônes ? J'ai envie de vous dire que quand tout le monde joue pas au même jeu, c'est vachement compliqué de trouver un gagnant. Merci l'histoire pour cette belle leçon de morale et à la prochaine.